Merci beaucoup à vous. C'est vrai que nous vous écoutons et nous pourrions vous écouter encore longtemps et donc la partie questions va être un petit peu raccourcie. Donc pour que mes collègues ne soient pas non plus frustrés, je vais demander aux rapporteurs et aux collègues peut-être de poser leurs questions et ainsi vous pourrez répondre de façon globale à toutes si vous en êtes d'accord. Merci, Présidente. Merci, cher professeur, pour l'exposé brillant, sans notes, parce que je suis à côté et je vois qu'il n'y a aucune note. Et vous nous avez fait un cours qui nous donne pas simplement envie de respecter la laïcité, mais qui nous donne envie de suivre vos cours, parce que je crois que vous avez exposé de manière très simple et très structurée. Peut-être tout un ensemble de questions qu'on aurait aimé vous poser, mais vous y avez répondu, en tout cas à mon égard, en grande partie. Et en faisant référence à toute l'histoire des doctrines pédagogiques, en quelque sorte, en tout cas des philosophes, et voire même de certains ecclésiastistes, parce que celui que vous avez cité tout à l'heure était prêtre avant, est devenu prêtre, Saint-Augustin, avant d'avoir été dans une vie beaucoup plus trépidante, plus compliquée auparavant. Moi, je voudrais vous poser 3 questions rapides, même si vous avez répondu en partie, mais si vous pouviez nous repréciser la place de la laïcité à l'école. La deuxième question, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment mise en pratique dans l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires? Et puis enfin, est-ce qu'elle est suffisante pour assurer ce qu'on appelle tous, ce que vous avez appelé tous de vos voeux, ce qu'on appelle actuellement le vivre ensemble? Madame Blandin, peut-être si, comme ça les questions peut-être peuvent se... Je poursuis. Monsieur le rapporteur a dit que vous n'aviez pas de notes. Je pense que c'est parce que vous avez les idées d'une clarté scintillante. Vous avez une sorte de foi dans cette laïcité que vous nous avez donnée à comprendre très bien. Néanmoins, moi je m'interroge par rapport à nous politiques et à l'état des lieux complexes sur notre territoire. Et vous l'avez dit vous-même, on a un État laïque qui entretient du patrimoine catholique, qui finance les écoles privées, avec des déplacements de chefs d'État et de gouvernement à Rome, etc., etc. Et donc, comment va-t-on gérer ces entorses, mais surtout les discriminations d'entorses qui font que les citoyens de confession musulmane ont l'impression d'être moins bien traités parce qu'il y a des dérives pour les uns et il n'y en a pas pour les autres. C'est comment on va gérer ce gap qui aujourd'hui est occupé par d'autres dérives, le financement par des pays étrangers à vocation prosélyte de centres de culte de l'islam, parce qu'il n'y a pas de soutien de l'État, ce qui est juste, mais sonne faux, puisqu'on continue à soutenir certains cultes. Merci. La laïcité à l'école, c'est déterminant, puisqu'il y a deux champs d'application de la laïcité de l'État et la laïcité de l'école. On sait bien qu'avec les lois de Jules Ferry, 1881-1886, c'est la séparation de l'école et de l'Église qui a eu lieu, et avec la loi de 1905, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Alors, la laïcité de l'école est essentielle pour les raisons qu'indiquait Condorcet dans son premier mémoire sur l'instruction publique. Il avait été chargé de concevoir cette instruction publique. Il invente d'ailleurs le concept d'instruction publique en disant « si l'instruction est privée, elle fluctuera en fonction des différences de conditions de fortune, c'est-à-dire qu'elle sera dépendante des situations de fortune, et donc, pour qu'elle ne le soit pas, il faut qu'elle soit gratuite, laïque et obligatoire. Laïque est signifiant, non pas hostile à la religion, mais indépendante de la religion. Et en inventant le concept d'instruction publique, il considère que l'instruction est politiquement essentielle pour le peuple. Et d'ailleurs, il imagine dans la mémoire, dans ce mémoire pour l'instruction publique, ce que fera un peuple sans lumière, dit-il, dans le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire sans connaissance. Est-ce qu'il ne serait pas susceptible de ramener au pouvoir des usurpateurs, et que par conséquent, il ne suffit pas de donner le suffrage au peuple, il faut aussi
lui donner l'instruction qui permet d'exercer de façon éclairée son suffrage. Donc effectivement, l'école n'est pas simplement un service public. J'avais contesté en 1989 le fait de définir l'école avec des usagers. Les élèves ne sont pas des usagers. J'avais trouvé la loi d'orientation de juillet 89 conceptuellement mal maîtrisée. L'école est obligatoire, ou du moins l'instruction est obligatoire. Les élèves sont là, non pas par choix. On entre dans un bureau de poste pour acheter un carnet de timbre, on en est un usager, mais on va à l'école pas pour acheter un carnet de timbre, pour s'y instruire et pour faire advenir en soi le citoyen éclairé dont la République a besoin. Et ceci, Montesquieu l'explique parfaitement. La République n'est pas le despotisme. Le despotisme marche à la peur. La République marche à la vertu citoyenne. La République n'est pas la monarchie des rangs, parce que la monarchie des rangs marche à l'honneur, c'est-à-dire au respect du rang. La République, dit Montesquieu, marche à la vertu, et la vertu est produite par l'éducation. Donc effectivement, la laïcité de l'école est essentielle, et je dirais, et ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression, que l'école est une institution organique de la République. Elle n'est pas simplement un service utile public. Dès lors, évidemment, je considère que l'opération qui s'accomplit à l'école doit pouvoir s'accomplir dans un lieu et dans un temps soustrait à tous les groupes de pression de la société civile. Certains vont hausser les épaules en disant « Tiens, voilà quelqu'un qui veut sanctuariser l'école. Si ça fait plaisir à des personnes qui m'entendent de m'attribuer une volonté de sanctuarisation, soit. Je sais très bien que je ne pourrai pas préserver l'école de toutes les influences de la société civile. Mais je pense que ce qui s'accomplit dans l'école, et qui est très simple mais formidable, qu'est-ce que l'école ? Jacques Muglioni le définissait très bien, c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Et se passer de maître parce qu'on est devenu son propre maître à soi-même. Et la République a besoin de ces citoyens incommodes qui pensent par eux-mêmes, qui savent dire non, qui savent dire oui, qui ne confondent pas obéir et se soumettre. Un peuple libre obéit, il ne sert pas, disait Jean-Jacques Rousseau. Dès lors, évidemment, la laïcité à l'école suppose de la part des maîtres une déontologie laïque. Ils ne sont pas là en tant que croyants athées ou agnostiques, ils sont là porteurs d'universel. Les fonctionnaires de la République qui enseignent dans l'école sont des fonctionnaires de l'universel. Quand j'enseigne dans les SP ou jadis dans les UFM, je disais à mes jeunes collègues, c'est merveilleux, vous allez être des fonctionnaires, mais des fonctionnaires de l'universel. Que voulais-je dire ? Tout simplement que le maître qui entre dans sa classe n'est pas partisan. Il ne peut pas l'être. Il est dépositaire d'une culture universelle qui émancipera. Et telle est la noblesse et la grandeur. J'aurais aimé que Monsieur Sarkozy, avant de dire que le prêtre était meilleur que l'instituteur, se souvienne de cela. Il n'aurait peut-être pas comparé l'incomparable et il n'aurait peut-être pas hiérarchisé ainsi le prêtre et l'instituteur. Donc effectivement, l'école requiert la laïcité. La laïcité, c'est d'abord, j'y insiste, la préservation d'un espace et d'un temps scolaire soustrait à tous les groupes de pression de la société civile. Aucun document religieux, politique ou publicitaire ne doit avoir sa place dans l'enceinte de l'école. Pourquoi ? Parce que les élèves sont dans le courant d'un processus qui les élève à la citoyenneté. Mais ils ne sont pas citoyens. Ils ne le sont pas encore, car s'ils l'étaient, je ne vois pas quelle serait la finalité du processus scolaire. Il faut donc considérer, en évitant toutes les démagogies, que l'élève n'est qu'un citoyen en puissance. Il ne deviendra un citoyen en acte que par la vertu du processus d'instruction. Et ce processus d'instruction ne doit pas être un processus d'inculcation. C'est un processus par lequel, s'adressant à la raison,
qui gît en tout être humain. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, disait Descartes, et on sait que la bonne à mince, le bon sens, c'était pour lui la raison, c'est-à-dire la lumière naturelle, faculté de distinguer le vrai et le faux. Mais cette lumière naturelle, cette faculté, elle existe d'abord comme puissance et elle doit passer à l'acte. Et c'est le rôle de l'école, et pour cela, il faut tenir à distance l'ensemble des conditionnements religieux, politiques et commerciaux. Il y aura toujours la possibilité, dès que les élèves sortiront de l'enceinte de l'école, qu'ils retrouvent ce monde du tohu-bohu, du tintamarre des conditionnements qui s'exerceront sur leur conscience. Dans l'école, il faut absolument préserver, je ne dirais pas cette indépendance, ce serait trop dire, mais au minimum cette autonomie. C'est la raison pour laquelle, je vais peut-être aborder un sujet un peu polémique, je considère que si un voyage scolaire a une finalité pédagogique, l'encadrement de ce voyage scolaire doit respecter une neutralité vestimentaire conformément à ce que disait la circulaire Châtel. Parce que quand on dit de façon compassionnelle « Oh, des mamans voilées peuvent bien accompagner leurs enfants », je voudrais faire remarquer que s'il y a 20 élèves dans le voyage et qu'il y a une maman voilée avec un fils ou une fille, la personne qui encadre n'est maman que pour son fils ou sa fille. Pour les 19 autres, elle est accompagnante scolaire. Elle remplit une fonction. C'est l'État qui assure les sorties scolaires. Et je considère donc que les accompagnants scolaires, comme les CPE, comme les enseignants, doivent être tenus à la neutralité vestimentaire. Imaginerait-on, parce que si on donne la liberté aux croyants de manifester leurs croyances dans l'exercice d'une fonction d'accompagnement et d'encadrement scolaire, il faut la donner à tout le monde. Imaginons un accompagnant scolaire qui vient avec une kippa ou un accompagnant scolaire qui vient avec un t-shirt humaniste athée. Est-ce qu'on va l'autoriser? Non, parce que même s'il a un fils qui est athée, pour les 19 autres, c'est un accompagnant scolaire. Et il ne partage pas la conviction. Donc, ni t-shirt humaniste athée, ni voile, ni kippa, ni croix charismatique dans le cadre d'un accompagnant scolaire, parce qu'un voyage scolaire n'est pas une sortie touristique. Si c'est un voyage scolaire qui a une finalité pédagogique, par exemple aller au Louvre, commenter une annonciation de Fra Angelico, eh bien, effectivement, il faut respecter la laïcité. Je crois qu'il faut rappeler ces choses-là. Alors, je voudrais maintenant tenter de répondre à la question de l'état des lieux et du financement des lieux de culte. Alors, pardonnez-moi, Madame Blandin, mais il se trouve que, par une coïncidence, je ne vais pas faire une publicité, je publie ce matin dans Libération un article sur le Concordat, dont je demande évidemment l'abrogation. Parce que le Concordat, c'est ce que j'appelle au nom du ciel des privilèges terrestres. Et je rappelle que Napoléon s'en explique dans le mémorial de Sainte-Hélène, édité à la Pléiade avec Lascaz, et il dit « Regardez ces religieux, ils n'arrêtent pas de vous parler du ciel, et ils ne pensent qu'à la terre, ils s'emparent de tout ce qu'ils peuvent. » Mais il explique aussi que s'il fait le Concordat, c'est dans la logique suivante, qui est tout à fait une logique d'Ancien Régime, je paye, donc je contrôle. Je paie, donc je contrôle. Et d'ailleurs, il fera un catéchisme impérial qui renouera avec la politique tirée des paroles de l'Écriture sainte de Bossuet en présentant l'empereur comme l'envoyé de Dieu. Bossuet disait « le roi ministre de Dieu sur la terre ». Donc, examinons cette logique du mécénat intéressé et demandons-nous si c'est comme ça qu'on évitera le fanatisme. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais je vais dire la République n'a pas à faire un tel mécénat. Pourquoi? Parce que dire, voilà, on vous paye un lieu de culte, mais faites gaffe à ce que vous allez raconter. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on achète le conformisme des ecclésiastiques avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on instaure un rapport de dépendance interpersonnelle. Quel religieux
peut accepter cette façon condescendante d'acheter sa conformité. C'est une logique d'ancien régime. Quelle est la logique républicaine? C'est la loi. Au rapport de dépendance interpersonnelle et verticale, qui consiste à dire « je te paie, mais fais attention à ce que tu dis », va se substituer le rapport d'égalité horizontale entre des citoyens qui ont des droits, mais qui ont aussi des devoirs. Quand l'imam Bouziane à Lyon appelle à battre une femme adultère, il est immédiatement traduit en justice, et c'est bien, parce que dans la République, c'est par la loi qu'on contrôle. La loi que le peuple se donne à lui-même, et qui n'a pas l'arbitraire d'un rapport de dépendance interpersonnelle. La République n'a pas besoin de payer pour contrôler. C'est par les lois que M. Bouziane a été poursuivi pour incitation à la violence. Par conséquent, je considère qu'il est louable de vouloir faire en sorte que les citoyens de confession musulmane de la République française échappent à l'emprise des wahhabites, mais il n'est pas louable de le faire en payant. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, elle passe par ce que raconte Abdelnour Bidar, à savoir que c'est aux croyants de faire le ménage chez eux. Si, parce que on va dire, écoutez quand même le raisonnement qu'on est en train de tenir, on vous paye une mosquée, mais attention, on va vous empêcher d'avoir les dignitaires religieux que vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Donc on vous achète. On achète. Eh bien, en République, il est indigne d'acheter. On n'achète pas des hommes. Et on n'a pas besoin de les acheter pour contrôler. C'est aux croyants eux-mêmes de faire le ménage chez eux. Les catholiques l'ont fait à la lumière de l'exigence laïque. Pensez par exemple à l'abbé Félicité de Lamennais, catholique libéral qui militait pour la séparation de l'État et de l'Église en considérant que cette séparation reconduirait l'Église à sa vocation spirituelle désintéressée. Eh bien, le travail d'aggiornamento que les catholiques ont dû faire, d'ailleurs ils ne l'ont pas fait spontanément, ils ont dû le faire par la pression, du fait de la pression de la laïcité, eh bien, les musulmans pourront et devront sans doute le faire, c'est le vœu que l'on peut formuler, mais ce n'est pas à la République de se substituer aux croyants pour dire voilà, vous devez vous doter de tel type de dirigeants, et avec de l'argent en plus. Donc je suis résolument hostile à ce qu'on finance sur fonds publics la construction de mosquées. Alors vous allez me dire, mais les catholiques jouissent d'un privilège, il y avait 34 000 églises et cathédrales en 1905. Soit. C'est un legs de l'histoire. Dans un État démocratique, aucune loi n'est rétroactive. Donc, la loi de 1905 énonce deux types de normes. Les normes qui voudront, à partir de la date d'application, 1er janvier 1906, à compter du 1er janvier 1906, tout lieu de culte à construire est à la charge de ses fidèles. Mais ce qui existait en amont du 1er janvier 2006, ce sont des églises et cathédrales dont certaines sont classées monuments historiques, comme Notre-Dame de Paris. Et si l'État les entretient, ce n'est pas pour financer des lieux de culte, c'est pour entretenir un patrimoine culturel. On entre à Notre-Dame de Paris pour en contempler les vitraux et les statues. C'est un acte culturel. Il est normal que l'État ait réparé les flèches de Notre-Dame détruites par la grande tempête. Il est normal. Ce n'est pas une subvention au culte, c'est effectivement clairement une subvention à la culture. Mais à partir de là, effectivement, ce que vous appelez, vous, madame, discrimination n'en est pas une. On n'a pas décidé de discriminer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, d'après les enquêtes récentes, Dalil Boubaker le confirme, il n'y a plus de déficit de lieux de culte musulmans en France. Dalil Boubaker disait dans une interview, si on faisait 2 services de prière à la grande mosquée de Paris, on n'aurait plus besoin de lieux de culte dans la région parisienne. Il y a des mosquées qui sont à moitié vides. Donc il faut arrêter c'est vrai que l'islam des caves, c'est une imagerie qui était vraie il y a 10 ans, aujourd'hui c'est faux.
Il faut donc arrêter de dire qu'il faut financer des lieux de culte, parce que si vous faites une loi pour financer des mosquées, tous les autres cultes vont vouloir en profiter. Comme dit Rousseau, en République... Je vous précise que je n'en ai pas l'intention. Non, non, d'accord. Non, mais je me permets de raisonner à voix haute. Je suis d'accord avec vous. Ben, je suis ravi. C'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut dénoncer cette idée que quand on paie, on contrôle. C'est une idée indigne de la République. C'est une idée qui correspond au mécénat d'Ancien Régime. C'est cette idée-là qui fit que le pape fit censurer le chef-d'œuvre de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Il avait fait des nus dans le jugement dernier. Et le pape a demandé à Daniele da Volterra de repeindre par-dessus les nus des culottes. Et on a appelé après Daniele da Volterra il braghettone, le culottier. Merci beaucoup. Moi, je crois, bon, comme je disais tout à l'heure, on boit vos paroles. Je reviendrai quand même juste sur la petite polémique. C'est pas une polémique, c'est un désaccord. Non, justement, accompagnateur scolaire, parce que je crois que je suis très, très, très proche de ce que vous dites. Et la polémique que l'on aurait pu avoir vient du fait que, justement, est-ce qu'on applique la circulaire Chatel ou est-ce qu'on applique ce que le Conseil d'État et ce que Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait mis en avant en disant le Conseil d'État dit que les accompagnateurs ne sont pas du service de l'État. Et donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Justement, pour moi, une personne qui accompagne est assurée par l'assurance scolaire de l'école. Je l'ai vécu, j'étais directrice d'école. Et donc, ces parents, on ne leur demande jamais s'ils ont une assurance pour accompagner. Autant on demande aux enfants et aux élèves donc d'être assurés, autant on ne le demande pas aux accompagnateurs scolaires puisqu'ils sont assurés par l'assurance de l'école et donc doivent se soumettre au service public ou à la délégation de service public. Donc ce dont nous aurions pu parler, ce sont parfois les limites entre eux. Et c'est souvent cet amalgame, et c'est ce que le journaliste a fait, c'est pour ça que je me suis fait un petit peu coincer, c'est par rapport aux entrées des parents différents qui rentrent à l'école en tant que parents, donc voilés ou pas, ou avec un signe ostensible, parce qu'ils viennent à la réunion d'école, au conseil d'école, etc. Alors qu'il est de la responsabilité du directeur d'école, du proviseur, avec l'aide, donc pas de la ministre de l'Éducation, mais de la circulaire Chatel, de ne pas laisser les accompagnateurs avoir des signes ostensibles. D'où la difficulté entre le prosélytisme passif, le prosélytisme actif, où donc je vous rejoins complètement et je voulais surtout vous le dire. Merci en tout cas à tous les collègues présents et je crois qu'en effet, il va falloir qu'on s'inscrive à vos cours parce que là, on est vraiment frustrés. Je vous remercie.